أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donnez-moi juste 2 secondes. Je suis juste en train d'être sûr que je ne rate pas l'avion. J'ai toujours un problème quand je viens en Suisse, c'est d'y rester. Bien, c'est encore une fois un plaisir particulier pour moi de revenir ici dans cette mosquée une année après, alhamdoulilah, et que, comme l'année dernière, vous soyez aussi... Pardon? Non, mais c'est pas grave, c'est ce que je dis qui est important. On cherche un BlackBerry, un chargeur, si vous avez quelqu'un, un BlackBerry, un chargeur BlackBerry. Voilà. Et pour le professeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chargeur BlackBerry? Je ne commence pas la conférence s'il n'y en a pas un. On va chercher à la maison. Ça s'appelle du chantage. Inch'Allah. Donc, dans l'organisation de cette rencontre, j'ai été tenu au courant, j'ai lu les documents, j'ai un petit peu suivi ce qui se faisait en matière de représentation des musulmans. Enfin, plus spécialement et de façon plus officielle, la représentation auprès des autorités régionales, locales, cantonales, de la présence des musulmans et donc de l'islam en tant que religion et de son institutionnalisation. Alors, ce qui est important dans la discussion qui est la nôtre ici, c'est ces 3 niveaux de réflexion. Les 3 niveaux de réflexion qui vous touchent, vous, individuellement, en tant que femme et en tant qu'homme, des individus dans la vie quotidienne, qui touchent plus généralement l'institutionnalisation de notre présence, c'est-à-dire le passage de l'individu à l'institution, en tant que l'institution va représenter d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'ont fait les femmes et les hommes qui se sont d'abord installés en Suisse après ce qu'on a appelé la première génération, ce qu'on dit en français être les primo-migrants, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés, ont fait un travail phénoménal. Et ce travail phénoménal, c'était les mosquées comme établissement de la présence de l'islam et des musulmans en Suisse, d'abord comme étrangers, puis avec les générations comme Suisses de confession musulmane, comme Suisses musulmans, comme Européens musulmans. Et donc ce processus d'institutionnalisation, il a passé par des étapes historiques. La première a toujours pratiquement été la mosquée, et même à côté de ceci, en parallèle, souvent des gens organisaient des associations qui n'étaient pas religieuses, qui étaient des associations plutôt de type national, des Marocains ensemble, des Algériens ensemble, des gens qui venaient aussi d'Europe de l'Est, des Turcs aussi. Vous aviez des associations turques qui n'étaient pas religieuses, mais qui étaient la première étape. Donc forcément, la première étape, elle est naturelle. Ceux qui s'installent disent la première chose dont nous avons besoin, c'est une mosquée, et ceux qui s'installent, la première chose à laquelle ils vont avoir recours, c'est l'affiliation culturelle, c'est-à-dire c'est les gens dont je viens. Que vous rencontrez d'ailleurs, c'est pas spécifiquement les Turcs ou les Marocains ou les Algériens, toutes les immigrations ont fait ce travail-là. C'est-à-dire que quand on avait la première vague d'immigrés italiens, espagnols, portugais, c'était la même chose. Puis ensuite, il y a une deuxième étape, c'est le passage de la mosquée comme première institution à un corps d'institution qui va être beaucoup plus engagé. C'est par exemple ce qui se passe maintenant. On a des mosquées, puis on a des organisations. Certaines vont s'occuper de l'éducation, certaines vont s'occuper de la solidarité. Et on va diversifier nos associations et on va développer des dynamiques interassociatives, quand elles ne sont que informelles, ou des dynamiques instituées, qui peuvent être des unions, des fédérations. Donc tout ça, c'est normal, ce sont des processus historiques qui sont importants. Et
en tant qu'individu, il faut reconnaître ces trois niveaux, c'est-à-dire, un, l'engagement individuel, qu'est-ce que ça veut dire pour chacune et chacun. Deux, qu'est-ce que ça veut dire dans l'engagement collectif, en tant qu'on est aujourd'hui représentant et on est aujourd'hui membre à part entière de la société suisse en tant que citoyen ou même maintenant en tant que résident, et de confession musulmane, l'islam étant devenu une religion suisse. Ça, c'est pas toujours acquis à l'UDC, mais il y a parfois des partis politiques qui ont de la peine à marcher avec l'histoire. Mais l'islam est une religion suisse au même titre que la religion chrétienne, que la religion juive, que l'hindouisme, que le bouddhisme, puisque vous avez des Suisses de confession ou de spiritualité, c'est fini. La Suisse doit légalement, de par sa constitution même, reconnaître la présence. Dès que vous avez un citoyen d'une religion, vous devez reconnaître. Vous ne pouvez pas faire autrement. Pourquoi? Parce que dans la constitution suisse, il y a la reconnaissance de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Donc n'importe lequel qui vient et dont la religion ne porte pas préjudice à la législation du pays a le devoir de reconnaître sa présence en tant que citoyen. La discussion est close avant même d'avoir commencé. Ce que je disais un jour à Freistinger, je dis, c'est pas moi qui veux changer la loi, c'est vous. Vous êtes des personnes dans ce pays qui avaient envie de réduire la liberté des Suisses, en faisant croire aux Suisses qu'ils sont en danger de notre présence. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que le danger, c'est pas nous, c'est vous qui voulez changer la Suisse dans sa tradition de respect, de tolérance. Nous, on est pour cette histoire de la Suisse. Pas l'histoire de la Suisse, qui est l'autre histoire, parce que la Suisse, elle a deux histoires, comme la France. Elle a l'histoire de la dignité, et elle a eu l'histoire des lâchetés aussi. Il y a des gouvernements en Suisse qui disaient, quand un juif vient pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut le renvoyer. Ça, c'est pas la Suisse de la dignité. C'est pas la Suisse dont je me reconnais. Je me reconnais dans celui qui, à la frontière, laissait passer le juif pour le protéger de... parce que ça aussi, il faut le dire, il y a des gens qui ont l'impression que nous, on est dans une espèce de... Je veux dire, il y a des gens à la mosquée de Paris, par exemple, et dans certaines mosquées qui donnaient un certificat de conversion à des juifs pour les empêcher d'être déportés. On est compte. C'est-à-dire des gens qui étaient présents, qui leur donnaient, qui les protégeaient. Parce que entre protéger par un certificat de conversion et aller se faire exterminer, c'était les amis. Nous sommes vos amis. Nous sommes contre ceux qui exterminent. Alors maintenant, on va dire, le nouvel antisémitisme en Europe, c'est celui des musulmans. On va dire, non mais attendez, il faudrait quand même qu'on réétudie l'histoire plutôt que de nous raconter n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'on laisse les gens raconter n'importe quoi parce que nous-mêmes, on ne sait pas de quoi il faut parler. Notre ignorance permet à des gens de dire n'importe quoi sur nous et sur notre histoire. Donc, le processus historique, il faut le connaître. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau, c'est celui de notre coexistence, qui ne doit plus être une coexistence, qui doit être une existence commune, collective, participative, positive et constructive pour l'avenir du pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aujourd'hui penser notre présence isolée de la société dans laquelle nous sommes. Nous avons nos valeurs, nous avons nos pratiques, mais à aucun moment dans la tradition musulmane, on nous a dit que le meilleur moyen de nous protéger, c'était de nier les différences ou de nous en protéger en nous isolant. Et certains vont chercher des hadiths du prophète qui effectivement spécifient ceci. Il spécifie, faites attention à des moments donnés, vous pouvez être en danger de nous perdre si vous vous mêlez à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Tout ça c'est vrai. Mais ce hadith-là, il n'est pas du tout à considérer littéralement. Il est à considérer dans votre perspective individuelle à un moment donné. Vous le savez, chacun d'entre nous le sait. Il y a des moments de sa vie où il vaut mieux prendre un peu d'écart pour se reconstruire que de partir et de se perdre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dans Surat al-Muzammil, quand le prophète reçoit la 4e révélation. Il est dans une situation où il est en tension avec sa communauté. Et alors, il le rappelle, il lui dit tout de suite, attention, voilà comment tu dois être. C'est-à-dire, sois patient, persévérant, endurant par rapport à ce qu'ils disent. Et exile-toi d'eux, mais attention, pas n'importe comment, d'un bel exil. Le bel exil, Hajran Jamila, là, ça veut dire de la dignité. Tu prends de la distance. Pourquoi? Il va te falloir du temps pour construire. Puis ensuite, tu vas revenir. L'histoire, elle ne nous dit pas qu'il faut s'arrêter à ça, puisque le prophète, par la suite, il devait réintégrer l'espace de la parole publique. Mais il fallait un temps de
protection, construction, pour ensuite construction, contribution. Vous comprenez? Ça, c'est l'histoire de la prophétie, c'est l'histoire du prophète. Et nous, il faut qu'on comprenne ça. Et certains, malheureusement, de nos frères et de nos sœurs, quand ils sont littéralistes, ils prennent un verset et puis ils s'arrêtent à ça. Ils ne le mettent pas dans la construction historique. Allah nous a révélé un Coran sur 23 ans, pas pour qu'on s'arrête à un verset qui a été révélé après 2 ans, mais pour qu'on comprenne que ce verset-là, il fait partie d'une séquence historique et qu'il y a une évolution de la psychologie, de la compréhension. Vous ne pouvez pas vous exposer faible de vos principes, mais vous devez contribuer fort de vos valeurs. Donc voilà, c'est entre la faiblesse quand on construit et la force quand on contribue, c'est-à-dire que c'est la force de ce que l'on a à donner. Raison pour laquelle, entre les deux, vous allez avoir quel verset? Celui qu'on cite souvent, c'est pas c'est le verset qui vient dans la sourate 49 et qui nous dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Il place ceci dans l'universalité, ce qui nous fait penser exil pour se construire, puis ensuite cohabitation qui commence par quoi? La connaissance mutuelle. Connaître mutuellement son environnement. Mais ça, c'est important aussi. Il y en a certains qui comprennent toujours le verset dans un sens. C'est vous devez nous connaître. Non. S'auto-connaître, se connaître mutuellement. Et ça, c'est aussi une démarche, c'est une responsabilité de la conscience musulmane. Où que vous soyez, quel effort avez-vous fait pour connaître ceux avec qui vous vivez? Parce que c'est bien beau de leur dire connaissez l'islam, tenez un Coran. Mais vous avez lu quoi de la société dans laquelle vous êtes? Même parfois avec ceux qui se convertissent à l'islam, on leur dit de nier d'où ils viennent et de ne prendre que ce que nous apportons. Et moi je suis désolé, tu viens du Maroc, tu viens d'Algérie, tu viens de Turquie, tu viens d'où tu veux, je prendrai que ce qu'il y a de bon de chez toi. Que ce qu'il y a de bon. Et il n'y a pas de plus bon. Mais qu'est-ce que tu prends de la Suisse? Qu'est-ce que tu sais de cette culture qui va t'apporter des choses qui pourraient améliorer? Il y a combien de choses dans la culture suisse qui amélioreraient tellement les cultures arabes? Ne serait-ce que c'est un arabe qui vient d'arriver là, avec une demi-heure de retard. Ah oui? Ah ben ça c'est nous. Le Suisse il dit t'es où? T'es où? Et quand le Suisse dit t'es où, il y a encore des musulmans qui lui disent non t'es trop suisse. Il est peut-être plus musulman. Quand vous comprenez ça, la prière c'est selon des heures. Moi je rappelle souvent cette histoire de Ghulam Mourad qui était quelqu'un qui était un formateur en Pakistan. Au Pakistan, dans les transports, c'était autre chose que ce qu'on a nous comme transport là. Celui qui venait avec une demi-heure de retard, un quart d'heure de retard, il lui disait, mais quand tu rates la prière de Fajr pour un quart d'heure, t'es dedans ou t'es dehors? Il dit non, elle est ratée. Ben là, t'as raté le cours, tu peux rentrer. Tu rentres. Ça, vous le faites une fois, vous le faites 2 fois. Même avec moi, tu vas arriver à l'heure, la 3e. Parce que c'est une attitude, ça vient de quoi? De fondement culturel qu'il faut prendre partout où on est. De savoir reconnaître dans une société ce qu'il y a de bon. Mais pour savoir ce qu'il y a de bon, il faut prendre le temps de l'étudier. Il faut prendre le temps de revenir au verset. Et ce verset-là, c'est... Alors, vous voyez, il y a un premier verset qui vous dit l'exil. Le deuxième verset qui dit la connaissance mutuelle, où on est dans la compréhension. Et puis le 3e verset, il est plus exigeant encore. Regardez, le premier, exile-toi. On se construit. Le 2e, entre deux, il y a Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Litakunu shuhada ala nas, que vous soyez témoins devant les gens. Mais témoins de quoi? De la portée de vos valeurs et de votre comportement en face des gens. Donc, 1, tu t'exiles pour te construire. 2, tu apprends pour communiquer. 3, tu deviens témoin pour contribuer. Vous avez suivi la construction coranique? Mais ça, c'est la séquence historique. Et donc, nous, maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est tout ça à la lumière de ce qu'on nous propose factuellement, là où tout à coup, vous avez, au niveau local, la possibilité d'entrer en communication légale, en reconnaissance officielle d'une présence. Et c'est ça qu'il faut maintenant, alors on va inverser les choses. On va commencer par la fin, en se disant, maintenant, cette idée qu'il faut s'isoler et tout ceci, c'est une idée qui était compréhensible,
individuellement pour ceux qui sont arrivés d'abord, ils se sont installés, ils ont constitué la mosquée, ils se sont un peu isolés et souvent ils se sont dit un jour on va rentrer. Quand vous pensez que vous allez rentrer, c'est compréhensible de s'isoler. Je ne vais pas participer, ce n'est pas ma société. Donc certains disaient, tu ne parles pas le français, ou tu ne parles pas l'allemand, ou tu ne parles pas l'italien, marlèche, en égyptien. Tu vas rentrer. Donc c'est pas important. Je veux dire, mais c'est psychologique ceci. Moi-même, dans ma propre famille, j'ai eu un papa, rahimahullah, et une maman, hafizahullah, qui dans leur conscience, à un moment donné, ce n'était pas l'objectif de rester là. Mais j'aimerais bien que vous compreniez une chose. Quand vous n'avez pas cet objectif-là, et qu'en même temps, ce n'est pas votre espérance est de rentrer vers vos racines, et bien psychologiquement, vous développez par rapport à l'environnement un rapport, mon corps est là, mais mon cœur est là-bas. Et que mon destin est là-bas. Et que parfois, vous avez de la peine, la psychologie, on l'apprend, si vous faites des études de psychologie, vous apprendrez qu'en matière de subjectivité, parfois, on nie des réalités parce que ça nous perçoit de nos espérances. Oui, on nie les faits parce que ça nous perçoit de pouvoir garder nos espérances. Mais à un moment donné, les réalités sont plus fortes que les espérances. Puis vous regardez en arrière, vous dites, ben non, je ne retournerai pas. Donc à un moment donné, ce qu'il faut comprendre ici, c'est cette idée qu'il fallait s'isoler, elle est compréhensible. Maintenant, nous, on n'est plus à ce niveau-là. Dans pratiquement tous les pays occidentaux, européens en particulier, et la Suisse maintenant, on est en train d'atteindre la deuxième et la troisième génération. Ajoutez à cela des femmes et des hommes qui ne sont pas du tout dans une espèce de réflexion d'immigrés. Ils se sont convertis, ils sont suisses. Parfois, on leur a fait penser que leur culture suisse, que leur passé suisse, c'était un boulet, c'était quelque chose qu'il fallait qu'ils mettent de côté. Aujourd'hui, qu'il faut qu'ils rentrent dans la communauté, leur dit « Ce que vous m'avez dit est une erreur. Ce que vous m'avez dit était une erreur. Ma culture, c'est ma richesse. Mon passé, c'est mon école. Et ma présence est une contribution à la communauté musulmane de Suisse. » Il faut que les Suisses, les Suisses de confession musulmane, d'où qu'ils viennent, comprennent que ceux qui se sont convertis à l'islam sont une de leurs plus grandes contributions s'ils comprennent l'islam. Parce que là aussi, il y en a certains qui rentrent de l'islam en se recoupant de la Suisse. On a vu que parmi les attitudes les plus fermes, parfois littéralistes, viennent parfois de gens qui se convertissent à l'islam. Alors là aussi, c'est psychologique, on peut le comprendre, ils veulent se couper de leur passé. Oui, c'est arrivé à l'époque du prophète, certains compagnons, quand ils rentraient dans l'islam, ils se coupaient complètement du passé. Et après, il faut se réconcilier. C'est normal, c'est ce que vous connaissez par exemple avec Cat Stevens, Yusuf Islam. Il rentre dans l'islam, il se coupe du passé, il lui faut 30 ans pour se réconcilier entre ce qu'il est devenu, et faire de ce qu'il est devenu quelque chose qui ne nie pas ce qu'il est. Un chanteur qui a ce talent-là, à qui Dieu a donné une voix, et qui peut chanter la dignité sans que ce soit considéré comme haram, seulement par certains groupements de musulmans que nous respectons, mais ce n'est pas la seule opinion. Donc, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est comprendre cette première étape, et maintenant on est arrivé à l'endroit où il faut institutionnaliser. Alors là, c'est très important pour nous de le comprendre. Que la présence des Suisses de confession musulmane, elle ne passera pas simplement par dire que nous avons des mosquées, additionner les mosquées, puis dire non. Elle passera aussi par une institutionnalisation de services sociaux, d'écoles même, mais avec une philosophie, pas simplement des écoles ou des services qui sont pour les musulmans, rien que pour les musulmans. La première étape qui montre que nous avons compris cela, c'est l'étape de la solidarité. On a vu des associations, vous avez Secours Islamique, mais vous en avez plein d'autres, qui ont fait un travail extrêmement important. Ils ont fait de la solidarité, ils ont compris, il ne faut pas faire de la solidarité de musulmans, pour musulmans, entre musulmans, loin de tous les non-musulmans. Au départ, c'était ça. Et avec l'idée que la zakat, elle doit être dépensée à l'intérieur de la communauté, ce qui est vrai. Mais nous, on n'a pas que ça, on a la sadaqa, on a le don gratuit, le don bénévole, le don charitable. Et ça, il y a des associations qui se sont ouvertes en se disant, si je veux contribuer au bien-être de la Suisse, il ne faut pas simplement que je me préoccupe de mes co-religionnaires, il faut que la Suisse voit que l'un des fondements du fait d'être musulman et d'être honnête avec son religion, c'est d'être solidaire avec les hommes. Solidaire avec les hommes. Pourquoi? Parce que quand le prophète dit « Allahumma nas'aluka hubbal masakin » Dieu, nous te demandons l'amour des pauvres. Ce n'est pas l'amour des pauvres musulmans, c'est l'amour du statut du pauvre.
Le pauvre en tant qu'il est pauvre, c'est-à-dire en tant que sa dignité d'être humain est diminuée par sa pauvreté. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le degré de pauvreté, ça peut même aller jusqu'à nier Dieu, tellement les hommes ont nié la dignité des êtres humains. Et donc, déjà, nous, si nous sommes pour la liberté de conscience, si on est juste pour ce verset-là, on doit, pour mettre un homme et une femme dans la situation, si tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas, il faut lui donner le statut digne de quelqu'un qui peut vouloir. Mais si j'ai pas à manger, si j'ai pas d'éducation, si j'ai rien, vouloir, ça ne veut rien dire. J'ai même pas le pouvoir de vouloir, puisque je n'ai aucun pouvoir, je n'ai pas de dignité. Donc il faut assurer la liberté. Et on assure la liberté en protégeant la dignité. Et on protège la dignité en offrant les besoins élémentaires. Et le premier, c'est de lutter contre la pauvreté. Donc, toute femme ou tout homme qui a une dignité humaine et qui, en l'occurrence pour nous et musulmans, doit faire de la solidarité quelque chose qui dépasse la participation communautaire. Et vous voyez là qu'on a maintenant des institutions musulmanes qui sont des institutions de solidarité. Alors parfois, on les lie à nos moments particuliers, comme Shahr al-Ramadan, pendant le mois du Ramadan, on fait plus de solidarité. Et ça, c'est juste au sens où le prophète était plus charitable, il était généreux tout le temps et plus généreux un mois pendant l'année. Donc c'est normal qu'on puisse être. Mais attention, il était généreux tout le temps. Il ne faut pas utiliser le mois du Ramadan uniquement comme un moment où on est plus généreux, on disparaît 11 mois. Oui, non, parce qu'il y en a, ils confondent la solidarité avec le missionnariat. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tous les pays africains, tous les pays sud-américains, tous les pays asiatiques se sont levés avec dignité au moment où ils étaient colonisés pour une chose sur laquelle ils avaient raison. Quand vous êtes venus nous donner à manger, parfois, et que vous nous avez donné du pain dans une main et la Bible dans une autre, vous nous avez trompés. Vous avez utilisé nos besoins pour développer du missionnariat. Et ça n'est pas juste. On ne donne pas la nourriture. Si on est honnête avec la foi des gens, on leur donne du pain et on leur laisse la liberté de choisir. C'est pas, viens à moi avec le pain et tiens une Bible qui va te... Et les coloniser, et les gens qui résistaient disaient c'est pas possible. Vous nous faites croire que vous nous soutenez en tant qu'être humain, mais enfin vous avez une idée derrière la tête. Il n'est pas question aujourd'hui que des femmes et des hommes viennent s'installer en Europe et qu'ils fassent de la solidarité uniquement en comptant les convertis. Ça, c'est pas votre affaire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de donner de la nourriture. Maintenant, ce que les gens font de leur cœur, c'est pas entre vous. Toi, tu n'es pas là pour convertir les gens. Même les gens que tu aimes, c'est Dieu seul qui décide. Tu sers les gens. Tu les sers. Et le meilleur moyen d'être musulman, c'est pas de donner un Coran avec un plat suisse ou oriental. C'est de donner le plat. Et tu laisses la meilleure façon d'être musulman, c'est de laisser la liberté aux gens. Et les gens vous respecteront pour ça. Ils vous respecteront de ne pas jouer à... Donc, il faut que nous ayons une solidarité qui soit fondamentale. Une solidarité qui soit juste. Donc, les institutions sont nées. Mais maintenant, nous avons besoin d'autres institutions. Et c'est ce que je disais, par exemple, moi je ne suis pas forcément pour une école islamique. Parce que je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas faire une école islamique, il ne faut pas la confondre avec une école pour les musulmans. C'est-à-dire on réunit tous les musulmans et puis on ne discute pas vraiment sur ce qu'on enseigne. Une école, si elle est islamique, elle doit être ouverte à tous, basée sur des principes et apporter des méthodes alternatives d'enseignement, où on constitue la conscience solidaire, la conscience citoyenne. Il ne s'agit pas d'être le premier à acquérir de la connaissance, il faut avoir la connaissance. Il ne faut pas bien acquérir la connaissance, il faut acquérir la connaissance pour le bien. Donc il faut une philosophie de vie qui sorte de ces écoles-là. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc on peut avoir des institutions scolaires avec une vraie philosophie de contribution à la société. Il nous faut des services sociaux, on a des centres éducatifs, on a des centres sportifs aussi. Dans le monde entier aujourd'hui, vous voyez les musulmanes et les musulmans, première, deuxième, troisième, quatrième génération, de plus en plus d'institutions. Au départ, la mosquée, ensuite la solidarité, ensuite des écoles, ensuite des centres éducatifs, ensuite des centres sociaux, ensuite de l'artistique. On a un tissu associatif.
Et ce tissu associatif-là, eh bien, à un moment donné, les autorités, eh bien, il faut qu'ils sachent avec qui elles peuvent parler. Alors, ça aussi, c'est une nécessité de l'organisation des choses dans une société. Alors, nous, on a une chance en même temps en Suisse. C'est qu'en Suisse, vous avez des autorités qui sont locales et régionales et pas forcément centrales. Tout ne se décide pas à Berne. Beaucoup de choses se décident au niveau cantonal et au niveau régional. Et ça, c'est une énorme chance. Pourquoi? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, je dis en France, par exemple, vous suivez les polémiques, vous les suivez aussi aux États-Unis, on a des polémiques nationales. Oui, c'est-à-dire que quand les élections viennent, on crée des polémiques, on instrumentalise les choses. Vous l'avez vu là récemment ces dernières semaines. Mais en fait, l'instrumentalisation nationale ne dit pas la vérité sur les dynamiques locales et régionales. Les dynamiques locales et régionales sont plus positives. Pourquoi? Parce que des institutions musulmanes parlent avec les maires, parlent avec les gens, parce qu'on comprend qu'on a des intérêts communs, on veut bien vivre. On comprend que quelqu'un qui veut devenir président et puis qu'il va utiliser le populisme parfois, comme ça peut être, et puis que vous avez des gens de l'UDC ou ils vont utiliser tout ce qui va faire polémique pour acquérir des voix. Mais ceux qui sont sur le plan local, ils ne sont pas dans ce même esprit, ils gèrent la vie au quotidien. Ils comprennent qu'ils ont des interlocuteurs, et ça, le système suisse nous impose cette dynamique-là au niveau cantonal. Il faut vraiment, on n'est pas dans la controverse nationale. Alors, bien entendu, on l'a vu, ça peut arriver. Toute la question des minarets, c'est une controverse nationale instrumentalisée par un parti qui veut mettre au centre la question de l'islam est un danger pour ce pays. Mais en même temps, quand vous discutez avec les représentants, les conseillers au niveau local, les conseillers d'État, ceux qui sont beaucoup, ils sont très loin de tout ceci, ils comprennent que tout ceci, c'est de l'instrumentalisation pour s'inscrire dans cette reconnaissance-là. Ça a des conditions, et c'est normal. Première des conditions, mais ça, si vous revenez au livre « Être musulman européen », je disais en début des années 90, au début des années 90, je disais clairement que c'est au nom des références musulmanes, c'est même au nom de notre compréhension de la charia que nous sommes tenus par la loi du pays où nous sommes. Le pays, quand il ne nous dit pas qu'on ne peut pas pratiquer, il n'y a aucun pays européen et occidental qui vous dit que vous ne pouvez pas pratiquer. Non, les deux principes fondamentaux, liberté de conscience et liberté de culte, sont reconnus, donc on n'a pas de problème, on respecte la loi. Et les gens disent, vous serez reconnus si vous reconnaissez ce qui vous reconnaît, c'est normal. Comment voulez-vous être reconnu? Et ensuite, c'est comme ceux qui, certains, ils disent, bon, on va jouer le jeu de la démocratie, mais dès qu'on est élu, on enlève la démocratie. Je dis, mais c'est quoi ça? Et on en a qui ont dit ça, on dit, on utilise le processus qui nous amène au pouvoir et ensuite on enlève l'échelle. Vous voyez, vous prenez l'échelle pour monter, vous arrivez en haut et il n'y a plus d'échelle. Non, on y est, on y reste. Ça ne peut pas être. Donc quand vous êtes dans un pays, le premier processus, il est celui-ci, c'est que l'État, au niveau local, au niveau il vous dit, vous êtes tenu par la loi du canton. Aucun problème. Vous êtes tenu de rendre compte et vous allez avoir, avec ces conditions, la reconnaissance, vous êtes aussi tenu dans vos discours de ne pas tenir des propos qui vont à l'encontre des éléments de la loi. Au sens où vous pourriez propager du racisme ou de la xénophobie, non. Mais être critique comme citoyen, oui, attention, on ne vous a pas dit de ne pas être critique comme citoyen, on vous a dit de ne pas tenir des propos qui iraient contre le fondement de la constitution du canton. Ça, c'est normal. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certains nouveaux citoyens, souvent, ils comprennent mal ceci. Ils se disent, comme je dois respecter la Constitution, je me tais surtout. Non, là, c'est pas que tu respectes, c'est que tu as mal compris. Là, tu n'es pas un citoyen digne, tu es un citoyen lâche. Pourquoi? Parce que le vrai citoyen, il respecte le cadre légal, mais il sait que par rapport au pouvoir, il a une présence critique. Vous faites le bien, je suis avec vous. Vous faites le mal, vous allez me trouver. Si vous prenez une décision avec laquelle humainement je ne suis pas d'accord, par exemple certaines décisions qui sont prises, moi je suis un citoyen suisse, mon respect pour la Suisse, c'est que quand le gouvernement suisse prend des décisions sur les immigrés qui sont indignes des droits humains, eh ben c'est ma dignité de dire au pouvoir suisse, en tant que citoyen suisse, je suis contre. Raison pour laquelle il faut être courageux aussi. On ne veut pas des citoyens suisses de confession musulmane qui soient lâches pour montrer qu'ils sont suisses, si vous me suivez.
Parce qu'il y en a qui ont tellement envie de montrer qu'ils sont suisses qu'ils en deviennent lâches. Ils n'osent plus rien dire. C'est pas ça qui est dit là. La reconnaissance, c'est la reconnaissance du droit comme fondement, la reconnaissance du cadre légal. Donc l'institution, elle vous dit, attendez, vous voulez être reconnu, il faut que vous passiez par ça. Reconnaissance de la loi, reconnaissance que vous n'allez pas tenir de discours haineux, de discours de rejet, de discours xénophobes, de discours qui rejettent une autre... Qu'est-ce que je disais? Lui, il a retenu que ça. Faut pas faire ça, mais faut pas faire ça. Ça, c'est quoi? Alors, il faut, de ce point de vue-là, que vous n'ayez pas un discours qui puisse stigmatiser une population, être raciste, être contre les Noirs, tout ça, par la loi, c'est sanctionné. Donc vous n'allez pas avoir ça. Et c'est là où il faut être aussi très très clair. Quand on vous dit, par exemple, il ne faut pas que vous stigmatisiez une autre religion. Et nous, il faut qu'on soit extrêmement clair là-dessus, et je le répète ici. Si vous êtes reconnu par le canton de Vaud comme une représentation avec laquelle vous allez devoir constituer avec les autorités un partenariat citoyen. Parce que, en tant que citoyen, nous avons finalement un contrat social et politique avec l'État qui nous représente. Nous sommes des citoyens, vous êtes mandatés de nous représenter. D'ailleurs, il faut toujours rappeler parfois à ceux qui sont élus, qui sont au service de ceux qui les ont élus. Pas le contraire. Oui, celui qui est élu, il faut à des moments donnés qu'il se rappelle qu'il doit avoir l'humilité de servir ceux qui l'ont élu. Ce n'est pas ceux qui élisent qui servent, c'est ceux qui sont élus qui servent. Vous avez un mandat politique de nous servir. Vous avez le pouvoir de nous servir. Et nous qui sommes, c'est en fait nous le pouvoir. En fait, c'est le peuple le pouvoir. Dans une démocratie, c'est le peuple le pouvoir. Nous mandatons quelqu'un pour servir le pouvoir qui lui est donné par délégation. Et donc, il y a un accord, il y a un partenariat. Mais là, ce qu'il faut que vous compreniez aussi en tant que citoyen, et c'est là où vous devez le comprendre, c'est que notre discours, il doit être extrêmement clair et il faut vraiment l'affiner et l'articuler, le constituer, le structurer autour de principes extrêmement clairs. Nous ne pouvons pas et nous ne ferons jamais, en tant que citoyens et en tant que musulmans, en tant qu'hommes, êtres humains, au sens d'être humain et musulmans, nous nous interdisons tout discours raciste ou qui va stigmatiser une religion ou une autre. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous nous interdisons tout discours raciste et nous ne faisons pas de hiérarchie entre les racistes. C'est-à-dire que pour nous, le racisme qui est contre les Noirs, ou contre les Portugais, ou contre les Espagnols, ou contre les Arabes, ou contre les Turcs, et qui maintenant se déplace sur le champ religieux, contre le judaïsme ou contre l'islam, il n'y a aucune différence. Nulle, non acceptée, et nous sommes fermes là-dessus. Donc je vous rappelle, non pas simplement pour faire plaisir à vos concitoyens suisses, mais devant Dieu et en conscience, il vous est interdit d'être antisémite. Au sens de ce que l'on entend aujourd'hui, parce qu'il y en a certains qui vont dire « Attention au manque d'emploi, il ne faut pas utiliser antisémite parce qu'on est tous antisémites. » Vous savez, les mots prennent le contenu de leur histoire. D'accord? Alors on peut dire judéophobe, comme on dit islamophobe. Moi, vous savez très bien ce que je veux dire. Quand je dis antisémite, je dis aujourd'hui, dans la psychologie collective en Europe, c'est ce racisme qui vise des juifs et qui les stigmatise parce qu'ils sont juifs. En tant que musulmans, ça n'existe pas. Et on ne peut pas le faire. Maintenant, à aucun moment, quelqu'un a le droit de venir vers moi et me dire que je ne peux pas, en tant que citoyen, développer une critique d'un État ou d'un autre, quel qu'il soit. Je critiquerai la Suisse comme je critiquerai l'Arabie Saoudite, comme je critiquerai l'Égypte, comme je peux critiquer n'importe quel État, dont Israël. Et qu'on ne vienne pas me dire ça c'est de l'antisémitisme. Non, ça c'est de la critique politique, qui est légale par rapport à la constitution vaudoise. L'antisémitisme, non. La critique politique de l'État d'Israël, oui, 3 fois oui, comme de tous les États. Là, vous commencez à être clair. Vous savez, parfois, la clarté permet le courage. C'est quand on est dans la confusion qu'on n'ose plus. Alors, on marche sur des œufs. Je ne vais pas dire ça. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Tu as le droit de dire tout ce qui est juste à partir du moment où tu es clair dans ta tête.
était clair par rapport à la loi, mais en tant que citoyen suisse de confession musulmane, avec des citoyens qui n'ont pas de confession, qui peuvent être athées, agnostiques, juifs, chrétiens, hindous, bouddhistes ou autres de toutes les autres confessions, eh bien même ceux qui ne sont même pas reconnus dans la tradition musulmane et avec lesquels, dans le dialogue interreligieux, les Bahaïs et tout ceci, on a des dialogues avec eux, donc on les respecte dans leur tradition religieuse, on n'a pas de problème là-dessus. Et donc le discours, il est très clair, le partenariat commence par cette clarté-là. Mais il faut faire attention à ce que certains, parce que vous avez des courants comme l'UDC par exemple, ou d'autres, des populistes, et aujourd'hui même chez les socialistes, même dans la droite classique, aujourd'hui ça s'est répandu, l'un des grands dangers, vous verrez sur mon site, si vous allez sur mon site, il y a un article que je publie, il sort en fait en anglais maintenant, mais il sera publié en français lundi, sur la France, l'Europe et l'Occident. En mettant en évidence une chose qui est déterminante, c'est que beaucoup se moquent aujourd'hui de ce qui se passe en France, où on voit la surenchère populiste de Sarkozy et puis Hollande qui essaye aussi de prendre des voix. Mais en fait, si vous regardez tous les pays européens, et vous vous rendez compte dans le débat en France aujourd'hui entre les deux tours, que qui tient la clé? Ce sont les électeurs du Front National. C'est eux aujourd'hui, avec 6 millions, peuvent faire passer à droite ou faire passer à gauche. C'est eux. Et je disais ceci, il y a une année, je disais au Parti Socialiste et à l'UMP, je disais que vous êtes co-responsable de la situation où le discours du Front National est devenu aujourd'hui le discours. Mais aujourd'hui, si vous regardez la Suisse, si vous regardez la Hollande, si vous regardez la Norvège, si vous regardez l'Espagne, des pays même du sud de l'Europe, si vous voyez l'Italie, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien aujourd'hui que les courants populistes s'installent. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans 22 États américains, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer, 22 États américains où on vous dit des règlements contre l'application de la charia, dans des États où il n'y a pas de musulmans. Donc clairement, qui est venu dire la charia? Mais qu'est-ce qu'ils font? Celui qui est derrière, il dit, le plus important, c'est pas que ça passe ou que ça passe pas, le plus important, c'est qu'on crée l'atmosphère. Il faut qu'il y ait du bruit, que le mot charia soit connecté à quelque chose de négatif. Donc il travaille sur le psychologique. Et quand on travaille sur le psychologique, vous faites très attention à une chose. Travailler sur le psychologique, c'est avoir un impact sur votre lecture de la loi. Parce que le problème, c'est pas la loi, c'est comment vous la lisez. Si vous êtes en confiance avec les gens qui constituent la loi, vous avez la loi ouverte. Mais quand vous avez peur, ben la loi, vous allez la lire de façon restrictive. Et aujourd'hui, quand je vous dis pourquoi il faut clarifier, parce qu'à un moment donné, il faut interpeller vos concitoyens. Quand ils utilisent la loi pour vous mettre en tort, parce qu'en fait, c'est peut-être leur lecture de la loi, à la lumière de la psychologie collective, qui dit ceci, mais ce n'est pas ce que dit la loi. Il fait dire à la loi, ce que je disais depuis 90, au début des années 90, mais on n'a aucun problème avec la laïcité. Nous, on ne veut même pas changer la loi. On dit, vous voulez changer la loi? Non, on ne veut pas changer la loi. Et en 2004, qui a changé la loi en France? Qui a changé la loi en Suisse sur la Constitution? Qui a fait que la Constitution est plus restrictive sur les minarets? C'est pas non. En d'autres termes, l'UDC et les populistes sont prêts à changer la loi pour nous mettre à l'extérieur de la loi. Mais nous, on veut l'application de la loi, toute la loi, rien que la loi, dans sa littéralité, dans son esprit, pas dans sa psychologie d'assiéger, comme ils sont en train de le faire. Et c'est ça qui est le plus important. Je vous dis ceci parce qu'en tant que musulmans et musulmanes, vous tous qui êtes ici, il faut vraiment vous clarifier les choses dans votre tête. Vous savez de quoi on parle, qu'est-ce qu'on est en train de dire, et qu'à un moment donné, vous soyez clair dans votre tête, courageux dans vos objectifs. Clair dans votre tête, c'est je respecte la loi, c'est un partenariat, il va y avoir une représentation, on sait ce que ça veut dire. On a des obligations, on les comprend. Et ça, c'est très clair. On a des obligations. C'est tellement vrai que le début de toute relation, c'est ce que dit le prophète quand il parle des musulmans, et musulmans, c'est-à-dire les musulmans respectent les accords, et nous sommes dans un accord entre citoyens et États, et nous respectons ce cadre-là. Nous nous y tenons. Maintenant, il faut clarifier ce que ça veut dire, quels sont les acquis, et quelles sont les obligations, et quels sont les droits que nous allons retirer. Alors, il y a des choses qui ressortent de ce que j'ai pu lire, que vous avez une reconnaissance officielle, que vous pouvez même parfois avoir des déductions de taxes, que vous pouvez même avoir des subventions. Vous allez avoir un rôle qui est, vous reconnaissez un cadre, et vous avez des acquis. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut individuellement et collectivement être très très clair. Qu'est-ce que la loi permet et qu'est-ce que la loi ne permet pas? Qu'est-ce que certains vont vous faire croire que la loi ne permet pas, alors que si vous la lisez, vous voyez que... Vous savez, à un moment donné, en France, quand
au tout début, dans les années, fin des années 80, début des années 90, j'ai même vécu la même chose en Angleterre, même ici au départ. On avait même fait à l'époque, on avait amené dans le canton de Neuchâtel un constitutionnaliste pour qu'on comprenne ce qui nous était dit. Parce qu'à un moment donné, on disait, mais vous, là, les nouveaux Suisses, les musulmans, vous ne comprenez pas ce que dit la loi. Et en France, on disait, vous ne comprenez pas ce qu'est la laïcité. Même là, avant-hier, avec le représentant de Sarkozy à Givonne, il dit, le problème avec Ramadan, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que la laïcité. Et là, vous apercevez qu'en fait, il dit ceci, parce que lui, il a une idée de la laïcité, c'est qu'il vous met sur la touche. Puis nous, on a étudié, on a pris des années. J'étais pas le seul, on était plusieurs intellectuels, ceux qui ont travaillé sur les sources islamiques, à travailler sur le cadre légal. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur la fatwa, vous ne pouvez pas travailler sur le fiqh si vous ne savez pas dans quel domaine légal vous êtes. C'est le légal et le légal, c'est comment vous allez faire converger les deux. Donc vous devez étudier. Et après des années d'études, des gens ils vous regardent et disent, ils sont malins ceux-là, maintenant ils ont lu. Ben oui, évidemment. Nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Le problème, c'est que vous ignorez la propre loi à laquelle vous faites référence. C'est que parfois, vous avez une lecture idéologique, sectaire, voire parfois raciste. Vous vous donnez des droits que vous ne voulez pas donner à vos semblables, à vos concitoyens, parce qu'ils sont trop musulmans, parce qu'ils sont trop arabes, comme hier ils étaient trop portugais, comme hier ils étaient trop espagnols, comme hier ils étaient trop noirs. Vous comprenez? À un moment donné, il faut s'équiper. Le savoir en matière de droit, c'est du pouvoir. Et le pouvoir, c'est de se faire respecter ses droits. Donc ici, il faut bien qu'on comprenne ceci pour qu'on ne soit pas le jouet. Mais là, pourquoi est-ce qu'on s'équipe de tout ça? Parce que c'est uniquement une lutte de pouvoir? Non. Parce que notre but, c'est la citoyenneté égalitaire et la communication égalitaire avec nos concitoyens. Et ça, c'est le plus important, c'est qu'au bout du compte, tout ça, c'est l'institutionnalisation à la lumière du droit. Donc avoir toutes ces institutions-là, et aller, à un moment donné, vers la reconnaissance par le pouvoir d'un organe, d'une union. Alors, quand je lisais les choses, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, attention, il faut qu'on soit honnête aussi avec nous-mêmes. C'est qu'on peut avoir des institutions, et que ces institutions vont nous représenter, et c'est toujours comme ceci, les institutions ne représentent jamais la totalité d'une communauté donnée, jamais. C'est-à-dire que, si vous regardez tous les chrétiens du monde, le Vatican aujourd'hui, même chez les catholiques romains, ne représente qu'une seule partie de tous les catholiques qui se reconnaissent, de tous les chrétiens qui se reconnaissent comme catholiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une institution. Certains sont critiques, d'autres ne sont pas vraiment engagés, ils le sont de loin. Ils ne vont pas s'engager dans les processus d'autorité, ils vont s'engager simplement, parfois même, ils laissent le pape parler sur un certain nombre de sujets que eux ne suivent pas, ils ne se sentent pas impliqués. Alors certains disent souvent ceci parmi les musulmans, ils disent regarde comment ils sont, les catholiques s'intéressent moins à la religion. Si vous regardez aujourd'hui les institutions, on regarde des chiffres. Sur ce que j'avais lu, qui était intéressant dans l'introduction, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction, des chiffres qui sont tout à fait intéressants sur le nombre des associations que vous avez ici. Ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y a à peu près sur le canton de Vaud 30 000 musulmans. Que les institutions qui sont dans l'Union, dont la très grande majorité sont parties de l'Union, en fait, toutes comprises, elles n'ont comme membres que 1 millier, voire 2000, au maximum. Et ça, c'est quand vous avez vu l'âge. Ah oui, soyons honnêtes, quand on regarde, qu'est-ce que ça pourrait être dans les chiffres annoncés mais attendez, sur 30 000, 2000, ben non, ça ne fait pas. On ne peut pas dire qu'on représente toute la communauté. Mais là où c'est important, c'est qu'on ne représente pas les 30 000, mais ces institutions représentent, elles doivent s'exprimer en tant que telles, celles et ceux qui sont engagés dans un processus qui est la volonté d'avoir une pratique reconnue dans le cadre. Alors, on ne représente pas tous ceux qui ont une sensibilité musulmane, mais on a un fort pouvoir de représentation de ceux qui, plus que la sensibilité, ont une volonté de pratique et d'exercice. Et c'est ça qui est différent. Bien entendu, de la même façon, le pape ne représente pas toutes les
les chrétiens de sensibilité chrétienne, mais ils représentent clairement à travers l'Église celles et ceux qui ont une sensibilité et un souci de la pratique, de la fidélité à la pratique. Là, vos institutions représentent. Elles représentent de façon forte. Pourquoi? Parce qu'elles représentent les premières institutions. Est-ce que ça veut dire que ça suffit? Non. Ça veut dire que toutes les institutions doivent continuer à travailler avec la base. Elles doivent faire un vrai travail de base. Et là, vous êtes important, parce que j'ai lu ce que disait l'introduction en disant, si on fait une réunion entre nous, mais on est quelques dizaines, vous appelez quelqu'un qui passe à la télévision, et la mosquée, elle est pleine. Parce que c'est ça le problème. Parce qu'en tant que citoyen, en tant que musulman, vous êtes exactement, très majoritairement, dans le même processus de la médiatisation. Alors, quand il y a médiatisation d'une personne, le plus important aujourd'hui, c'est que quand on est un citoyen, vous savez, je dis souvent, un des grands problèmes de l'islam aujourd'hui, international, par les moyens médiatiques, c'est une chose, c'est le leadership. C'est le leadership, c'est l'orientation, c'est la vision. Et nous, aujourd'hui, on est dans un rapport au leadership qui est un rapport de leadership souvent de type charismatique. Quelqu'un, on aime bien comme il parle, on aime bien comme il défend des idées, et puis finalement, on le suit. Et quand il peut venir dans une mosquée, on va se retrouver à plusieurs centaines. Mais quand les leaders ou quand les chouyours ne sont pas là, quand il s'agit vraiment du travail, quand il s'agit vraiment de la soliditude, quand il s'agit vraiment d'être sur les traces du prophète, parce que les traces du prophète, le prophète, ce n'était pas un leader charismatique, le prophète, c'était le frère et le compagnon du message. Ce que les gens suivent, c'est le message, c'est pas simplement un homme. L'homme n'a de sens que parce qu'il porte un message. Et le uswa, qu'est-ce que c'est? Si vous réfléchissez, le meilleur des modèles, c'est quoi? C'est exactement ce que disait sa femme. C'est-à-dire, il est la personnification du message. Donc on suit le message. Et quand on suit le message, alors là c'est exigeant. Suivre l'homme, c'est venir une fois par année à la mosquée et suivre une conférence. Suivre le message, c'est travailler tous les jours sur le plan institutionnel à faire de la solidité et de la compréhension. Suivre le message, c'est construire une intelligence. Suivre un leader, c'est suivre une émotion. Belle chose. Le problème de l'islam aujourd'hui, c'est que nous avons confondu la spiritualité exigeante de suivre avec la tête, avec l'émotivité superficielle de suivre avec le cœur, sans que ce soit profondément travaillé. Et que c'est pour ça qu'on a un problème. C'est qu'après on peut rester assis et c'est facile. Tel savant n'a pas dit ça, nos responsables ne font rien. Mais vous savez combien d'années, avec tellement de frères que je vois là, qui sont des fidèles frères, vous arrivez à la mosquée, les femmes et les frères sont tout le temps en train de se plaindre, puis il y a des divisions, et puis ils n'ont pas fait ça, et puis regarde ce qu'ils disent. Et voilà. Et après on regarde les gens et on dit, mais tu fais quoi toi? À part te plaindre. Mais parce que c'est important, parce que la représentation au niveau local et au niveau régional, elle passera par la responsabilité des individus. Donc si on est sérieux sur le vivre ensemble, il faut être sérieux dans sa formation personnelle. Il faut être sérieux là-dessus. Il faut porter ce message. Et il faut le porter dans nos considérations personnelles, individuelles, institutionnelles et au rapport avec le pouvoir. Donc ça, c'est le deuxième niveau dont on parle ici. Le premier niveau, on l'a dépassé, celui de la mosquée. Maintenant, on est dans l'institution. Maintenant, il faut travailler. Et là, c'est important que les associations qui font partie de l'Union développent un vrai travail de partenariat. Pourquoi? Parce qu'on a vu une chose qui est importante et sur laquelle je vais m'arrêter un instant. L'un des grands problèmes de la représentativité ou de la représentation des musulmans sur le plan régional comme sur le plan local, c'est qu'effectivement, vous avez des pouvoirs qui vont chercher qui représente le plus ou qui représente le mieux. Et ce n'est pas forcément les mêmes. Qui représente le plus, c'est quels sont ceux qui ont le plus grand contact avec la base. Qui représente le mieux, peut-être pour l'État, qui est plus proche de nos intérêts. Et ce n'est pas forcément les mêmes. Oui, il y a des États, il y a des cantons qui vont promouvoir un certain type d'islam parce que c'est un islam de représentation qu'on peut mieux contrôler. Or, nous devons dire une chose dans tout le processus.
l'islam qui va, et l'institutionnalisation de la présence musulmane dans le canton de Vaud doit se fonder sur les règles du canton de Vaud et l'autonomie des musulmans dans ce canton. Ça n'est pas à l'État de nous dire quels sont les bons musulmans. Ça n'est pas à l'État de nous dire quelles sont les bonnes institutions. Ça n'est pas la laïcité. Dans le canton de Vaud, comme dans toutes les sociétés occidentales, l'État doit pouvoir travailler avec ceux qui sont le mieux représentés par la base. C'était ma réponse à ceux qui faisaient le Conseil français du culte musulman quand Nicolas Sarkozy décidait par en haut. Il dit, mais c'est pas à vous. Et il dit, mais en religion, c'est pas important d'être démocrate. Ah ben, attendez. Décidez de la démocratie quand ça vous arrange. En religion, ça, mais pour nous, c'est capital. Lui, il faisait référence peut-être à quelque chose qui est la tradition des prêtres et de l'Église, où c'est pas... Et en plus, c'est même pas vrai, quoi. C'est vrai qu'il y a un processus qui vient d'en haut quant à l'autorité, mais il y a un processus de choix qui vient d'en bas quant à la décision des cardinaux, qui ensuite, évidemment, il y a le choix d'en haut, mais il y a une vraie structure de base. Donc, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on doit faire, c'est exiger de l'autorité qu'elle reconnaisse la voix légitime des musulmans, par les associations qui travaillent, par celles que nous considérons, elles, comme étant référentes. Pas qu'on vienne avec des associations complètement marginales, on dit ça, c'est l'islam. On a vu aujourd'hui en Suisse, on a vu en France, on a vu en Angleterre, des gens qui nous présentent un islam new look, un islam dépolitisé, par exemple. Mais attendez, on peut avoir un islam dépolitisé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une parole politique. Pas en tant que religieux, mais en tant que citoyen. En tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir la parole politique que je veux, mais je ne le fais pas en tant qu'association musulmane. Je n'ai pas, en tant qu'association musulmane, une parole politique, mais je n'empêche pas les individus d'avoir une parole politique. Non, il y en a qui veulent. Pour montrer, comme je vous l'ai dit, qu'on est vraiment suisse, qu'on n'ait plus de parole politique, qu'on soit même plus, qu'on soit, en fait, finalement, les nouveaux colonisés de l'intérieur. Ceux qui, pendant la période coloniale, on les disait les bénis oui-oui. Ils disaient oui à tout. Simplement pour montrer. Et ceux-là, on les appelait comment? Les bons colonisés. Et les mauvais colonisés résistaient. Eh bien, aujourd'hui, il y a le bon musulman suisse. Oui, oui. Et ils sont tous terroristes. Oui. Mais je l'ai vu. Moi, quand on est allé dans la rencontre avec Blocher et tout ceci, on vient de nous parler de l'islam en Suisse sur deux sujets. Un, l'intégration, deux, le terrorisme. On dit, mais vous parlez de qui, là? Intégration. Non, l'immigration. Un, l'immigration et deux, le terrorisme. Vous parlez de qui? Je ne suis pas immigré, je suis chez moi. Et le terrorisme, il n'y a rien à voir. Mais il est en train de dire c'est dans sa tête, enfin ce qu'il y a dans nos réalités. Oui, dans sa tête, il projette ça sur nous. Vous pouvez être suisse de 3 générations, dans sa tête, immigré. Et vous pouvez être musulman, pacifique et travailler pour la solidarité, potentiellement pas net. C'est ce qu'il y a dans sa tête, c'est pas ce qu'il y a dans votre réalité. Et là, mais comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si ça est dans sa tête, qui est-ce qui va chercher comme musulman? Ceux qui vont confirmer ça. Et je peux vous dire une chose, que l'un des plus grands problèmes des musulmans dans leur dignité, c'est qu'il y a des musulmans qui sont vendus, qui sont prêts à se vendre, et qu'on achète chaque fois qu'il y a des élections. Ils vont dire exactement ce qu'on attend d'eux. Et ils le disent. Mais ça, c'est pas nouveau. On l'a eu sous la colonisation. Tous ceux qui ont lu sur la colonisation, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, on sait qu'il y a des gens qui vendent. Qui se vendent, qui sont dans la prostitution intellectuelle, dans la prostitution religieuse. La prostitution, c'est quoi? Je te donne ma pensée, paye. Combien ça coûte? Ben oui, mais il faut le dire comme ça. Il faut dire à un moment donné, alors nous on n'a pas de temps à aller chercher les coupables, mais on ne va pas se laisser on va pas tomber là-dessus. On va s'organiser pour le faire. Mais c'est là le deuxième problème. C'est que pourquoi ça arrive ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les autorités locales comme le canton de Vaud n'arrivent pas toujours à rencontrer des musulmans qui soient droits et qui soient indépendants? C'est parce que malheureusement nous sommes beaucoup trop divisés, nous sommes beaucoup trop dans le pouvoir, dans le conflit interne. Alors quand j'entends votre projet, que je vois que vous avez autant d'associations, je dis, mais alhamdoulilah, c'est une étape capitale, c'est une étape où il y a déjà une base. Et là, il faut que vous la confortiez, cette base-là de représentation, elle doit être confortée par votre travail à vous. Il faut que individuellement, vous portiez la plateforme.
Mais ne passez pas votre temps à dire des gens utilisés par le pouvoir, ce sont des mauvais musulmans. Laissez-les. Ne vous intéressez pas. Ça pour les amis, laissez-les. Faites votre travail. Donc nous, on se divise à l'intérieur et on critique tout ce qui est à la périphérie. Ce qui fait qu'on perd notre temps. Nous sommes les champions de la perte du temps. Les champions. Ça, dans notre communauté, ça, vous pouvez servir la communauté, il y en a, ils vont passer plus de temps. Mais même dans des conférences comme ça, vous pouvez faire 1 heure de conférence, il y en a, il va perdre son temps à savoir quelle est la chose qui ne lui a pas plu. Et tais-toi. Mais vous voyez comment on est, c'est psychologique chez nous. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Vous prenez, mais vous savez, ce sont des petites choses. Il y en a qui vont vous parler pendant tout le ramadan du fait qu'on n'a pas commencé le même jour. Tais-toi. C'est bon, on n'a pas commencé le jour. À la barakatillah, c'est comme ça. Tu ne vas pas nous faire une histoire pendant 30 jours. Sur un jour. Alors que 29 jours, alhamdoulilah, on y est tous. La psychologie positive. Je dis ceci parce que tout ce que font les frères là, du point de vue de l'organisation de la reconnaissance, ça dépendra beaucoup du caractère positif, engagé. Pas de chercher les coupables, mais de mobiliser les responsables. Ceux qui sont positifs. Il y a des courants de pensée, c'est normal en islam. Il y a des réformistes, il y a des littéralistes, il y a des gens qui sont plus mystiques, il y a des rationalistes. À la barakatillah, venez. Notre enjeu est beaucoup plus important que ces divisions. Quand Shafi'i et Ibn Hanbal, 2 savants, ne sont même pas d'accord sur comment on définit un musulman et qu'il reste le professeur et l'élève, toi tu vas me faire une histoire sur quoi? Sur quoi tu vas me faire une histoire? Sur quoi tu vas me mettre dehors ou dedans l'islam? Donc tu es dedans, je suis dedans, où est-ce qu'on va ensemble maintenant? Oui, parce que le but c'est de dire voilà le chemin, on y est tous, on va où? Non, nous on est tous dans le chemin, on est tous à l'intérieur, et il y en a à l'intérieur qui dit t'es où toi? Dedans, dehors, et on n'avance pas. Maintenant, on est à l'intérieur et on avance. Et ce travail-là va être déterminant dans l'institutionnalisation, travailler ensemble, et puis donner le pouvoir de délégation. Vous voyez, le pouvoir de délégation. Le pouvoir, il est là. Eux, ce sont des représentants de ce pouvoir-là. Et il faut qu'ils puissent le faire en force. Et ils puissent aussi sentir, que le pouvoir puisse sentir, on a des gens derrière nous. Et ces gens derrière nous, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens qui sont là parce qu'ils ont des droits, parce qu'ils connaissent leurs obligations et ils veulent contribuer au bien-être. Et comment on va montrer? Pas par le discours. Il ne faut pas qu'ils aillent aux réunions en disant on est gentil. Non, parce que nous, des fois, on va aux réunions pour montrer qu'on est gentil, on sourit beaucoup. J'ai jamais vu autant certains représentants musulmans sourire que quand ils sont en réunion avec les autorités. Mais c'est bien le sourire, mais attention, ça dépend de quel sourire. Mais après, il faut que vous y allez en confiance et que on puisse montrer finalement, que vous puissiez montrer que ce lieu-là, que ce lieu de culte, que on est là pour le bien, c'est une chance pour le canton de Vaud, mais pas par une chance verbale, c'est une chance parce que l'on fait des activités d'encadrement sociaux, des activités sportives, des activités éducatives, mais c'est une chance ici. Il faut inviter les gens. Ce lieu-là, c'est un lieu de recentrement du sens et d'invitation permanente. Nous sommes des gens qui invitent. Quand on dit Efshu Salam, quand le prophète sallam dit Efshu Salam, c'est-à-dire si vous voulez répandre la paix, ouvrez vos portes. Vous ne pouvez pas répandre la paix si vos portes sont fermées. Répandre la paix à l'extérieur, c'est qu'il y a la paix à l'intérieur. Donc faites venir les gens à comprendre ce que vous faites dans le travail de solidarité, dans la prière, dans tout ça. C'est pour ça que nos lieux ils doivent être exemplaires en matière d'esthétique, en matière d'hygiène, en matière d'organisation. Et puis il faut qu'on soit ouvert. Et il faut que les autorités sachent que derrière, eh bien, il y a une communauté de femmes et d'hommes qui sont sérieux quant à leur pratique, conscients quant à leurs devoirs, déterminés quant à leurs droits et contributeurs quant à leur présence. Voilà ce que l'on est dans cette société-là. Et donc ça veut dire que c'est comme ceci que l'on passe, et là, on a compris, il y a une loi, on la respecte, il y a des devoirs, on les respecte, on veut nos droits à la lumière de nos devoirs, et puis on avance. Dans un discours qui est constructif. Et moi, ce que je disais, je me souviens à l'époque, j'avais vu le maire de Rotterdam qui me dit « Mais comment je dois traiter avec les musulmans? Je ne sais pas comment faire, qui je dois parler. » Je lui dis « N'appelez pas les représentants
de la communauté musulmane que quand il y a des crises. Vous avez une relation avec les musulmans en état de crise. Il y a eu quelqu'un, il y a eu un problème dans une... Non, il faut que la collaboration soit permanente. Faites chaque 2 mois une réunion où on s'assoit, où on pense ensemble au futur, pas en situation de crise. Si vous ne me voyez que quand ça va mal, ben je ne vais pas pouvoir construire avec vous pour que ça aille mieux seulement. Il faut le mieux être ensemble, le mieux vivre ensemble, c'est un projet politique qui se construit, c'est pas en état de crise. L'état de crise, ça prouve que les populistes ont raison. On ne leur parle que quand ils dérangent. Non, il faut qu'on leur parle quand ils construisent. Il faut rendre à la Suisse visible le mouvement très profond de la présence musulmane qui construit une contribution, une vision déterminée de sa présence et qui va être un islam suisse. Et quand je dis un islam suisse, comprenez-moi bien, un islam suisse, ce n'est pas un islam dévoyé de ses principes, c'est un islam respectueux des principes universels de l'islam et qui a intégré la culture suisse ou la culture vaudoise, parce qu'en même temps, il n'y a pas qu'une culture suisse en plus. Vous le savez, même entre Genève et le canton de Vaud, on n'est pas d'accord. Ben oui, après vous ajoutez le Tessin, et quand vous arrivez à Zurich, alors là, vous gérez la diversité des cultures suisses. Des cultures suisses. Mais moi, ça m'est arrivé, même avec des musulmans. Dans certaines réunions, les musulmans qui sont installés à Zurich, quand en plus ils ajoutent à la culture suisse-allemande les caractéristiques de la culture d'origine turque, et que nous on arrive avec la culture genevoise, avec la culture arabe, non, vas-y, construis. Alors on a les mêmes principes, mais on n'a pas la même. Après il faut s'asseoir, il faut. Mais c'est vrai, ça c'est la vie, c'est la vie. C'est comme dans un couple. Quelqu'un qui pense qu'il va avoir le meilleur couple possible uniquement parce qu'il a rencontré un musulman et une musulmane, mais tu lui dis atterrir. Atterrir. Derrière l'islam, il y a encore la culture, il y a encore une façon d'être. Parce que commencer ta phrase par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce qu'on est musulman, c'est bien, c'est comment tu dis la deuxième phrase, c'est important. Mais comment tu vas parler après. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est culturel, c'est profond, c'est difficile, et que nous, on doit être engagés. Moi, j'ai entendu, je suis venu ici parce que, en voyant tout ce qui se passe dans les sociétés occidentales, c'est une question majeure, la question de la représentativité. Elle n'est pas une question uniquement de mosquée et d'institution, elle est une question individuelle qui vous concerne tous. De ne pas venir simplement à une conférence ou à une rencontre et puis disparaître après, c'est un long terme. Et puis, il faut que vous connaissiez vos responsabilités, que vous connaissiez vos devoirs, que vous vous organisiez. Vous n'aurez de poids et d'écoute que vous aurez compris la responsabilité de vous organiser à l'avoir. Que ce travail-là, il est de dire aussi au pouvoir, c'est pas à vous de nous dire quel est le bon islam. Mais c'est aussi à nous de comprendre notre responsabilité, de proposer des institutions qui soient représentatives et de faire le travail. Et puis, l'institutionnalisation de l'islam suisse passe par les mosquées, les autres institutions, et ça c'est une responsabilité majeure. Une responsabilité majeure d'institutions qui servent la communauté générale et pas uniquement nos coreligionnaires. Il faut qu'on soit là pour tout le monde. Nous sommes au service du peuple, nous sommes au service des gens, pas au service de nos frères et sœurs en islam, mais au service de nos frères et sœurs en humanité. Et ça, c'est une chose importante. Je vous le rappelais, et je ne cesse de le rappeler, l'imam Nawawi, quand il parle et qu'il refait référence au hadith du prophète sallallahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Ça, c'est une formule qu'il utilise et qu'il commente lui en disant attention, il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour sa sœur ou pour son frère ce qu'il veut pour lui-même, et lui il comprend ici pour son frère et sa sœur en humanité, pas simplement en islam. Et la première des choses qu'on veut, c'est d'être respecté dans la dignité, dans nos libertés et dans nos choix. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, merci beaucoup, Tarek. C'était parfait.
je dois avouer que de temps en temps, si nous avons des réunions avec les autorités, parfois nous sourions. Donc, non, il faut sourire, je n'ai pas dit que... Il ne faut pas partir à la prochaine réunion. Ouais. Voilà, il faut sourire, ça dépend de quel sourire. C'est ça qui est. Tout à fait. Donc je propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Au niveau du timing, donc Tarek, vous partez à 30, c'est ça? 17h30. Donc on a à peu près 3 quarts d'heure, presque 1 heure. On commence par les questions-réponses. Ensuite, il y aura dédicace des livres. Donc il y a le dernier livre de Tarek qui est en vente juste ici à l'extérieur. Il y en a 50 exemplaires. Ça, on va le faire après la partie questions-réponses. Et avant 5h30. Pardon? Avant 5h30. Avant 5h30, vers quelle heure? Les 10? Oui, 10, voilà. Ah, 10, d'accord. Ok, alors on lance tout de suite pour profiter de Tarek. J'ai ici déjà une première question. Salam alaikum. C'est pas tout à fait une question, c'est juste une clarification par rapport aux chiffres qui ont été avancés tout à l'heure. Dans le rapport qui est marqué là-bas, c'est marqué 2000 personnes, mais inscrits dans les centres. Il faut faire une grande différence entre ça et réellement les personnes qui fréquentent les mosquées. Parce que c'est très important. Il y a beaucoup d'associations qui en comptent leur nombre 400 jusqu'à 500, mais qui ne sont pas tous inscrits. Par exemple, le centre islamique d'Yverdon, la communauté bosniaque, ils sont inscrits 400, mais ils sont plus de 2500 ou de 3000 personnes qui fréquentent ponctuellement la mosquée, soit le vendredi, soit les jours de fête. Et c'est pareil pour les 15 centres qui représentent l'UVAM. Donc c'est très important de les clarifier. En plus, les gens engagés tous les jours dans le travail associatif, dans le travail de dialogue religieux ou bien dans les ONG, c'est très peu de gens engagés toute l'année et peut-être plusieurs années. C'est très important de le clarifier, ça c'est très important. Quand on a fait le dernier décompte pour les gens qui sont sympathisants ou qui adhèrent à l'UVAM, il y a plus de 15 000 personnes de confession musulmane, de différentes nationalités, Europe de l'Est, Afrique, Asie, etc. C'est très important. Si je peux me permettre, et je crois que votre remarque elle est déterminante, mais si je peux me permettre, c'est peut-être alors de présenter les choses différemment que ce que j'ai pu lire, parce que moi je me suis basé sur ce que vous m'avez donné, mais je proposerais que vous fassiez une espèce de tableau avec des choses un tout petit peu différentes, c'est-à-dire un tableau où vous avez tous les noms des associations ou des mosquées, le nombre de gens inscrits que vous avez, en tout cas officiels ou officieux, ensuite le nombre de personnes qui fréquentent la mosquée comme lieu de culte, c'est-à-dire avoir une approximation, et en même temps un troisième élément qui peut être effectivement ce que vous êtes en train de mettre en évidence, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit dans le journalisme. Dans le journalisme, il y a le nombre de copies d'un journal et il y a le taux de pénétration. Et le taux de pénétration, c'est combien on touche. Et ça serait intéressant d'avoir des chiffres un tout petit peu plus spécifiques, même s'ils ne sont pas complètement officiels. En tout cas, ça donne une autre, parce que là, vous êtes en train de dire que sont touchés par les activités des institutions pratiquement à moitié réellement. Et ça, c'est important de savoir aussi, parce que, effectivement, c'est encore plus une force de représentation. Oui, bien sûr. C'est tout le temps. Salam alaikum. Merci déjà à notre frère d'être venu parmi nous. J'aimerais poser 2 questions. Plutôt une suggestion peut-être, on va voir ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on ne donne pas assez de responsabilité aux jeunes. En fait, ce qui nous manque, c'est des activités pour les jeunes. Je regrette qu'on ne donne pas assez de responsabilité aux jeunes, qu'ils organisent des activités pour eux-mêmes, car ils savent ce qui plaît aux jeunes de leur âge et ils ont de bonnes idées. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment on pourrait faire, peut-être pour les intéresser. Et tout à l'heure, on a parlé de l'abattage rituel, on a dit que c'était une loi. Et pour ma part, en tant que converti, je pense qu'il est impossible d'obtenir ensuite un changement de la loi pour l'abattage rituel. Je pense que ce ne serait pas constructif avec les Suisses de souche. Qu'en pensez-vous?
Les Suisses de souche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, déjà, j'aimerais bien que vous puissiez. Est-ce que je suis un Suisse de souche? Non, je plaisante. Je pense que les racines sont quand même encore un peu en Égypte. Désolé. Merci, ça c'était une référence à mon horaire. D'accord. Très charmant. Donc, première des remarques, moi je ne peux qu'être d'accord avec ça. Toute la question, c'est la délégation des responsabilités. On le dit, on le répète. Ça, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup de problèmes. C'est comment faire en sorte de transmettre ou de mandater ou de transmettre un peu d'autorité à des nouvelles générations. Ce moment de transition est extrêmement difficile pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a certaines personnes, quand elles se sont engagées à faire le travail, elles ont commencé, puis elles restent au pouvoir, elles restent aux commandes et il n'y a pas de renouvellement. Alors ça tient parfois aux gens qui ne laissent pas la place, mais ça tient aussi que beaucoup dans la communauté sont passifs par rapport à ça. Alors ils reprochent aux gens de ne pas s'engager, mais eux ne s'engagent pas. Ils sont des passifs critiques, ce qui est deux fois dangereux. C'est-à-dire que passif, on ne fait rien, puis on critique, on n'est pas constructif, alors que on est là dans une espèce de cercle vicieux, parce que certains ne veulent pas quitter, puis d'autres ne sont pas prêts à prendre. Et entre deux, il y a quand même des femmes et des hommes qui seraient prêts, en fait, et qu'on ne voit pas parce qu'on est dans une espèce de logique négative. Il faut absolument, pour les jeunes et pour les autres d'ailleurs, mais pour les jeunes, effectivement, qu'on ouvre des espaces d'occupation ou d'action. Et c'est pour ça, par exemple, qu'entre la mosquée et la rue, il faut effectivement penser à de nouveaux types d'organisations qui sont liées au sport, à l'art, au divertissement, à la culture. Il ne faut pas faire uniquement des choses qui soient du divertissement sportif. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Nous, on a vu par exemple en Angleterre, une des choses qui fonctionne le plus, et aux États-Unis, une des choses qui fonctionne le plus, ce sont des cercles de lecture, où des jeunes se réunissent pour lire pas simplement des livres islamico-islamiques uniquement pour des musulmans, mais d'autres types de livres, et qui se constituent comme ceci. Ils sont dans une dynamique extrêmement intéressante. Il y en a d'autres qui font d'autres types de soirées. Tout ça, il faut ouvrir ces espaces-là. Et là, il faut que des jeunes s'expriment, des jeunes s'avancent pour qu'on les voit. Et il faut aussi que ceux qui sont aux commandes soient un peu plus attentifs aux potentialités de leur communauté. Et ça n'arrive pas suffisamment. Donc là, je suis d'accord, ou pas du tout. C'est vrai, complètement d'accord. Mais ça fait partie du processus d'institutionnalisation. J'aimerais vous dire simplement que, bon, il faut voir aussi, hein, il faut observer, vous êtes depuis un certain nombre d'années sur le terrain, on voit bien à des moments donnés, on est dans des moments de pousse d'énergie, des moments d'essoufflement. Aujourd'hui, on est plutôt dans un moment d'essoufflement. Il y a eu un vrai moment de poussée. Maintenant, on est en train d'essayer de se reconstruire, de voir quelles sont les priorités. C'est là où on a besoin de forces vives. Et les jeunes seraient importants. Sur la deuxième chose, sur la question des priorités d'engagement, ou par exemple l'abattage rituel et tout ceci par rapport à la loi, ce qui est en train de se passer au niveau européen, c'est pas du tout d'ouvrir, pas comme certains musulmans aimeraient en Suisse, c'est plutôt on est dans une voie de refermement de ce qui avait été permis, en particulier sur ce qu'on appelle, j'ai le mot en anglais, mais comment on appelle juste avant l'abattage? L'assommage. C'est l'assommage, c'est ça? En français, c'est l'assommage. L'étourdissement. Voilà, l'étourdissement. Donc, on est plutôt dans la voie de généraliser ceci, de faire quelque chose qui est. Et puis de restreindre. La seule chose qui a sauvé les musulmans aujourd'hui en Europe et en Occident du fait de ne pas avoir à faire des lois les plus restrictives, c'est le fait qu'on n'est pas les seuls et qu'il y a aussi la tradition juive qui vit également les mêmes préoccupations. Et donc là, on fait très très attention de ne pas toucher. Il faut savoir par exemple que l'UDC n'était pas intéressé au minaret au départ, ils étaient intéressés à l'abattage. Et qu'ils ont retiré cette opération sur l'abattage, ils ont dit parce que là, on va s'exposer à d'autres problèmes. Les minarets, ça pouvait difficilement être confondu avec une synagogue. Donc en l'occurrence, mais oui, mais c'est ça, c'est de la politique, c'est bassement politique, c'est vraiment de l'instrumentalisation.
Maintenant, par rapport à l'abattage, il faut que les musulmanes et les musulmans, en particulier les institutions, fassent très très attention au sens des priorités. Il faut comprendre les sensibilités et il ne faut pas lancer des campagnes sur des choses qu'on ne maîtrise pas et dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Parce que concrètement, aujourd'hui, par rapport à la question de l'abattage, il faut que la conscience musulmane arrête de penser l'abattage uniquement d'un point de vue formaliste. Est-ce qu'on a le droit de dire Bismillah Allahu Akbar, puis c'est fini, on ne s'occupe pas des animaux, on ne s'occupe pas de leur bien-être, on ne s'occupe pas de leur souffrance. Non, ça n'est pas possible. Donc ça n'est pas possible. Si la Suisse aujourd'hui nous met dans une situation où ça nous renvoie, nous, à reconsidérer nos priorités, à ne pas confondre ces choses-là, eh bien c'est une bonne chose. Mais ne tombons pas uniquement dans la réclamation technique sans comprendre que nous, en tant que musulmans, en tant que citoyens suisses, il y a une chose contre laquelle nous nous battrons, c'est accepter des processus d'industrialisation qui ne se préoccupent pas de la souffrance des animaux. Et que ça, c'est le plus important aussi pour nous. Et que de ce point de vue-là, nous avons aussi des questions à nous poser sur comment nous entrons dans le débat en Suisse. Voilà. Je sais qu'il y a des musulmans qui veulent uniquement le caractère légal de la formulation des choses. Après, évidemment, il y a des recherches qui ont montré que la souffrance, on ne sait pas... Il y a des recherches contradictoires, des rapports contradictoires sur ces questions-là. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, ce soit la première chose sur laquelle il faille mener campagne. Wallahu a'lam. Ça, en tout cas, ce serait ma position. Bismillahirrahmanirrahim. Juste une question, comment il faut se comporter avec les musulmans non pratiquants quand ils les invitent sur les plateaux et ils parlent au nom de l'islam alors qu'ils connaissent absolument rien du tout, même s'ils sont d'origine arabe. En tant que musulmans pratiquants, comment il faut se comporter avec ces gens-là? Alors, parce que des fois, le plateau, ils discutent au nom de l'islam et ils ne savent même pas la direction de la Mecque. On aimerait bien votre avis sur... vous avez plusieurs fois avec ces gens-là et vous discutez, alors merci de... Si vous êtes sur le plateau, vous discutez. Si vous n'êtes pas sur le plateau, vous n'allez pas les attendre à la sortie. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous compreniez une chose. Il faut que vous compreniez que, de la même façon que le pouvoir, vous avez des organes médiatiques qui vont parfois essayer de chercher le profil du musulman qui leur convient le mieux, ou alors, parce qu'ils ont des préjugés ou parce qu'ils ont une ignorance, ils vont penser que c'est lui qui convient le mieux, et qu'ils vont trouver ou chercher des gens qui ne sont pas représentatifs de ce qu'on vit sur le terrain. Alors il y a deux choses qu'on peut faire, ou qu'on doit faire. La première, c'est déjà de prendre nos propres responsabilités. Parce que ce que moi j'entends depuis maintenant, mais très honnêtement, depuis maintenant, ça va faire combien de temps? Ça va faire 25 ans que j'entends ça. Et de plus en plus, c'est que les gens viennent vers moi, ils me tapent sur l'épaule et ils me disent « Tiens bon, tu nous représentes, continue. » Merci, voilà, on fait bon. Maintenant, ils sont où? Après 25 ans, ils sont où les Suisses qui vont prendre la parole? Parce qu'à un moment donné, il y a un journaliste qui est venu vers moi et me dit « Mais peut-être en fait, monsieur Ramadan, que vous êtes l'arbre qui cache la forêt. » En fait, elle est où la forêt? Et là, on ne peut pas reprocher que les journalistes ou que les pouvoirs parlent avec des musulmans qui ne pratiquent pas ou qui ne connaissent pas, ou même parfois des musulmans dont l'objectif est de parler contre. J'en ai vu qui étaient sciemment avec un objectif, c'était, à la Ayaan Hirsi Ali, qui constitue, ils rentrent ils se disent ex-musulmans. Ça veut dire quoi ex-musulman? Pourquoi tu es obligé de dire ex-musulman? Dis, t'es plus musulman, dis c'est fini, t'es plus rien. T'es pas dans ce domaine-là, tu parles pas en tant qu'ex-musulman. Non, on dit ex-musulman pour pouvoir dire qu'en tant que musulman, qu'il l'a été avant mais qui ne l'est plus, j'ai les moyens aujourd'hui de parler de ce que j'étais. Mais tu l'es plus. Là, la question, elle est celle-ci. Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour former des femmes et des hommes qui parlent français, parlent allemand, parlent italien, qui sont dans la connaissance de leur religion, mais également dans la connaissance de leur société, qui prennent la parole? C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on mette des gens, il faut qu'on ait des journalistes qui travaillent, non pas pour dire du bien de l'islam, mais pour être plus objectifs par rapport à ces questions-là. Il faut qu'on ait des femmes et des hommes qui aillent sur les plateaux, qui prennent la parole et qui prennent la parole beaucoup plus. On ne peut pas se cacher derrière une ou deux personnes. Il faut que ce soit une vraie question
dans la communauté. Alors c'est ça mon problème aujourd'hui, c'est que moi je vois bien, on est en train parfois de manipuler politiquement et idéologiquement, mais notre problème il vient de notre faiblesse à nous aussi, c'est qu'on a peu de personnes qui se présentent sur les plateaux. Alors, encore une fois, les médias ou le pouvoir, ils vont travailler en fonction d'intérêt ou de compréhension. À nous de travailler en fonction de priorité. Et il faut là, il y en a dans cette salle qui sont nés ici, qui ont fait toute leur vie ici, qui connaissent leur religion, qui connaissent la Suisse, et ils ne parlent pas. Mais ils ne s'expriment pas. Et nous, malheureusement, dans nos associations, on envoie toujours celui qui est le responsable de l'association. Le responsable de l'association n'est pas toujours le meilleur pour parler de ces réalités-là. Parfois, moi j'ai vu, vous savez, il y a des responsables d'associations, ils sont là depuis 25 ans, ils viennent avec la culture d'origine, mais vous ne vous rendez pas compte psychologiquement ce que ça fait pour certains Suisses quand ils regardent à la télévision, des gens qui peuvent avoir une culture qui n'est pas d'ici, un accent quand ils parlent, ils font des fautes dans la langue. Ça passe pas. Tu peux dire ce que tu veux, si tu le dis mal, ben on gardera le mal, quel que soit le bien que tu dit. Sauf si on a, par exemple, là maintenant, on a un cas vraiment très drôle en France, c'est on nous vend le responsable des musulmans ouvert, celui dont on sait aujourd'hui que certains de ses discours sont écrits par d'autres, avec d'autres idéologies, et qui est un imam de Drancy qui s'appelle l'imam Chalgoumi. Quand vous l'entendez, on a l'impression qu'il vient de descendre de l'avion. Mais là, ça passe. Ça passe pourquoi ? Parce que, même avec son accent, le pousse. Mais en fait, ça passe pour certains journalistes, mais en fait, ça passe pas pour le public. Il passe pas. Il ne passe pas. Ça va pas marcher. Raison pour laquelle il faut qu'on sorte. Mais pourquoi ça va pas marcher ? Pas parce qu'il dit, mais par la façon dont il a de s'exprimer, il y a un problème, il y a un conflit culturel. À nous de faire ce travail-là. Alors, je ne peux pas vous donner de réponse sur le court terme, parce qu'il va falloir travailler avec ça, ça va être difficile. Mais il faut que nous ayons des femmes et des hommes qui écrivent dans les journaux, qui osent se présenter dans les médias. Moi, je suis désolé, on a besoin aujourd'hui dans les médias occidentaux, dans les médias suisses, quand il s'agit de parler de la femme, de femmes qui parlent. C'est pas à moi d'aller dans une discussion, parce que je reste un homme, je dis c'est un homme. Qu'est-ce que ça veut dire que de répéter 100 fois en tant qu'homme que les femmes ont des droits en islam? Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui parles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, nous devons former des femmes et des hommes à parler, beaucoup plus. Et ça, c'est pas dans nos priorités. Or, si on est sérieux sur tout ce qu'on a dit, la communication, vous savez, dans les 7 C dont je parle dans mon intime conviction, l'un des C, c'est la communication. Il faut de la communication. Il faut que nous ayons des communicateurs et des communicatrices dont la particularité, c'est la sincérité quant au cœur, la profondeur quant à l'intelligence et la maîtrise quant à aux moyens de communication. Maîtriser le moyen de communication. Après, ce sera à nous de faire ce travail-là, Inch'Allah. Salam alaikum, docteur. Sur ma question, c'est ce qui se passe maintenant dans le monde arabe, est-ce que c'est bien ou pas bien? S'il vous plaît, merci. À la lumière du canton de Vaud, on va essayer de ramener les deux. Non, qu'est-ce qui se passe dans le livre dont on a parlé là, et qui est le dernier livre, il parle justement de ce qu'on appelle le printemps arabe. Moi, je l'appelle le réveil arabe. Et je ne parle pas encore de révolution, je dis qu'on est dans des processus de soulèvement qu'il faut attendre, que de la Tunisie, qui est le pays le plus avancé et qui va vers quelque chose qui est intéressant, à l'Égypte qui est en panne aujourd'hui et dont tout le monde se pose la question de savoir ce qui va se passer, à la Libye dont on ne parle pas mais qui a véritablement aujourd'hui une situation difficile, à la Syrie où on sent bien qu'on est en face de quelque chose qui peut être très 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 dangereux pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui est aussi la division entre chiites et sunnites. Tout ça, ça demande de ne pas aller trop vite. Il faut être avec l'espoir des peuples, mais il ne faut pas être avec la naïveté des gens pressés. Oui, il ne faut pas avoir. Il faut prendre son temps, analyser, et surtout, il faut poser des vraies questions. La vraie question, elle n'est pas simplement de dire qu'on aura un peu plus de démocratie dans le monde arabe. Si on a plus de démocratie dans le monde arabe et qu'on a plus de dépendance économique, et que le monde arabe
ou que les sociétés arabes ne communiquent pas les unes avec les autres, on ne va pas y arriver. L'un des problèmes du monde arabe, c'est la non-communication entre les sociétés arabes, entre les gouvernements arabes. Donc ce sont toutes des questions que je traite dans le livre. Donc si vous avez le temps de lire le livre, vous aurez la réponse. Si vous n'avez pas le temps, sur le site tarikramadan.com, chaque semaine, j'écris un texte qui est un tout petit peu lié à ça. Certains d'ailleurs commencent à en avoir marre en disant que je suis devenu trop politique. Il va falloir que je fasse un exil là. Pardon? Ah non, non, mais moi je ne parlais pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, Le monde arabe, on sait que c'est la Syrie. Ah, le monde arabe, c'est la Syrie? En ce moment. Non. En ce moment, c'est la Syrie. Ah non, 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 c'est la Palestine, c'est l'Égypte, c'est le Bahreïn, c'est le monde arabe, c'est tous ces pays-là. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est exactement ça qui m'énerve. C'est que quand je vais en Tunisie ou quand je vais en Égypte, enfin là maintenant j'y vais pas, mais quand je parle avec des Égyptiens, quand je parle avec des Syriens, systématiquement on a l'impression que le centre de tout le monde arabe, c'est son pays à soi. Non, la Tunisie, c'est la Tunisie, la Syrie, c'est la Syrie. Et il faut le dire avec force, Bachar el-Assad est un dictateur qu'il faut déloger. Maintenant, je n'ai pas les moyens ni la bonne solution parce que c'est très complexe. Et je dis clairement qu'il faut que ça cesse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Et la deuxième des choses, ne réduisez pas toutes ces dimensions régionales à uniquement ceci. C'est très complexe ce qui se passe en Syrie. Pour la première fois de ma vie, depuis toutes ces années de travail sur le terrain islamique, pour la première fois, je vois sur mon site et je reçois les pires insultes de personnes qui sont des co-religionnaires, qui aujourd'hui me traitent de traître, de vendu, de quelqu'un qui travaillerait pour les pétromonarchies ou qui travaillerait pour les États-Unis uniquement parce que je dis que Bachar el-Assad doit tomber. Et eux, leur idée c'est, on soutient Bachar el-Assad et tous ceux qui ne soutiennent pas Bachar el-Assad travaillent pour l'Arabie Saoudite, les États-Unis et l'Occident. On est dans un... Et on est sunnite. Donc c'est sunnite chiite avec une vision du monde binaire. Attention. Ne réduisons pas le monde à des formules. Je vous réponds ceci parce que je comprends, il faut être révolté par ce qui se passe et ce que subit le peuple de Syrie aujourd'hui, mais il ne faut pas réduire ceci à des slogans en disant « tout est là ». Non, c'est là parce que ça se passe aussi ailleurs. Salam alaikum. Est-ce que vous pensez qu'il existe des complots contre la religion musulmane tels que les Illuminati? Alors ça c'est une bonne question qui vient de beaucoup de jeunes. Une fois j'avais dit à quelqu'un qui était venu à la fin d'une conférence en disant faites attention à ces choses de complot. Et qui m'a regardé droit dans les yeux et dit je ne pouvais pas imaginer que vous alliez me dire, que vous allez me donner une réponse aussi superficielle. Du style, si on n'y croit pas, c'est qu'on est superficiel. Alors, écoutez, il faut faire très attention à la culture Internet qui est en train de s'installer. La culture Internet, elle a 3 caractéristiques sur lesquelles il faut vraiment que vous fassiez attention. L'une des premières caractéristiques de la culture Internet, c'est la vitesse. C'est que ça va très très vite. N'importe quoi se passe et vous pouvez le savoir vite. Et quand on dit vitesse, on le sait en matière médiatique, on le sait dans la technologie, la vitesse diminue forcément la prise de distance critique par rapport à l'information qui vous vient. Oui, c'est-à-dire que plus c'est lent, plus vous avez le temps, plus c'est rapide, plus il faut coller à l'actualité. Donc ça, c'est diminution de l'esprit critique. Deuxième des choses d'Internet, c'est la multiplication de l'anonymat. L'anonymat, qu'est-ce que c'est? C'est on envoie une information, mais on peut retirer sa source. Donc on met de faux noms. Les jeunes aujourd'hui, beaucoup, ils sont habitués à mettre de faux noms. C'est-à-dire dans la culture de ma génération, on mettait un faux nom où? C'est tout juste si on essayait de recopier la signature de ses parents dans le carnet scolaire. Qui rigolent, ils savent ce que je veux dire, enfin bref. C'était ça. La culture de l'anonymat, c'est autre chose. C'est que vous êtes dans un réseau mondial, vous mettez un autre nom, et puis il y a une espèce de déculpabilisation. Vous pouvez pas ce que dire. Il y en a que c'est dans la vulgarité, c'est dans la fausse information. Et puis la troisième des caractéristiques, c'est la suspicion généralisée. C'est-à-dire que comme il y a de l'anonymat, on ne sait plus qui est qui et d'où ça vient. Le réseau qui n'a plus de centre
vous donne l'impression que ça peut venir de n'importe où. Et que vous avez effectivement des gens qui sont plus puissants que le réseau